L'État islamique frappe à Jakarta en Indonésie. Plusieurs attaques dans le centre-ville qui ont fait 2 morts. Les 5 terroristes ont été tués. Le dernier kamikaze des attentats de Paris a pu être identifié. Il se trouvait dans l'appartement de Saint-Denis et s'était fait exploser. Il s'agit d'un Belge d'origine marocaine âgé de 25 ans. On va y revenir. Et puis les nominations pour les Oscars 2016 ont été dévoilées. 2 films qui se détachent déjà. Le Revenant avec DiCaprio et le remake de Mad Max. Mais tout d'abord, donc, les turbulences enregistrées aujourd'hui sur les marchés financiers. Pour une fois, ce n'est pas seulement le pétrole qui est en cause, en tout cas pas seulement le pétrole. Bonsoir Lionel Friedfeld, analyste financier. Il y a le marché automobile aussi, et notamment le constructeur français Renault, car il y a eu aujourd'hui des perquisitions. On est toujours un petit peu dans la turbulence Volkswagen, et donc Renault serait touché. Alors effectivement, une journée noire pour Renault. Le titre à la bourse dévisse de moins 20% en fin de matinée. Il clôture à moins 10%. Effectivement, vous l'avez mentionné, des perquisitions en 3 sites en Île-de-France, notamment ce qui incrimine à Volkswagen, l'aurait sans doute ou peut-être fait, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être introduit un logiciel qui permet de falsifier des informations, notamment par rapport au moteur et à l'émission de pollution. Ce qui est intéressant et surtout critique pour Renault, si il y avait effectivement faute, ça risque de fragiliser Renault qui est en plein bras de fer avec Nissan, notamment sur des problèmes de gouvernance sur l'alliance. Donc ça veut dire qu'on reprocherait à Renault finalement d'avoir peut-être pas mis un logiciel, mais en tout cas d'avoir cherché à minimiser ces réductions de gaz CO2 pour ces véhicules. Sans doute, mais il y a des répercussions énormes. Volkswagen, c'est quand même 8 millions de véhicules qui ont été rappelés. Alors, il y a des répercussions sur la bourse très fortes. Tout cela s'ajoute aussi dans un contexte toujours de baisse du cours du pétrole, ce qui entraîne évidemment les bourses dans les chutes. Effectivement, puisque les marchés financiers, le CAC 40 replie de 3% aujourd'hui, ça fait quand même moins 15% début janvier. L'Allemagne, la même chose, le Nasdaq perdait 3%, le Japon perdait 3%. En fait, les investisseurs ne sont pas rassurés. Premièrement, parce qu'il y a le pétrole. Le pétrole a atteint depuis 2004 la barre fatidique des $20 pour du baril de Brent, du jamais vu, notamment parce qu'il y a plus de capacité offerte dans le marché du pétrole, parce qu'il y a surtout l'Iran qui devrait revenir sur le marché du pétrole. Et cela inquiète les investisseurs. Et la deuxième grande raison, c'est le ralentissement de l'économie chinoise qui fait peur à tous les investisseurs internationaux. Voilà, et puis autre constructeur qui a dévissé aujourd'hui, c'est à Milan, c'est Fiat, l'italien, et Chrysler, parce qu'il y a eu apparemment des chiffres de vente qui ont été gonflés artificiellement, 10% là aussi de baisse. Alors on dit un mot également du rapprochement entre EDF et Areva, car on a finalisé l'accord. Effectivement, en tout cas sur la valorisation de la division nucléaire, les réacteurs, en fait EDF a racheté Areva. Alors malgré cette bonne nouvelle, a priori, l'État devra quand même remettre 4 milliards de capitalisation à Areva, et les titres évidemment décrochent également. Areva perd 7% aujourd'hui et EDF quasiment 2%. Merci Lionel Friedfeld, analyste financier. L'enquête ouverte en France aux Deux Alpes après l'avalanche meurtrière d'hier qui a fait 3 morts, dont 2 lycéens, eh bien, elle semble conclure à l'imprudence de l'enseignant qui avait emmené ce groupe de lycéens alors que la piste était fermée. L'enseignant blessé dans l'avalanche a été placé en garde à vue aujourd'hui à l'hôpital. Maël Benoliel. Après le drame, place désormais à l'enquête. En cause, la responsabilité du professeur qui accompagnait le groupe de lycéens sur une piste noire de la station de ski des Deux Alpes. Le procureur l'a confirmé, cette piste était fermée au public. Le professeur, quant à lui, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. La piste était fermée par le filet habituel avec des inscriptions en plusieurs langues, en 4 langues je crois, piste fermée. D'ailleurs, des gendarmes qui s'entraînaient l'avaient constaté dans la journée en skiant et de toute façon, ça a été vérifié hier soir. L'enquête devra aussi déterminer ce qui a déclenché l'avalanche qui a fait 3 morts, 2 lycéens et un touriste ukrainien. Piste évoquée, un autre groupe de skieurs passé au-dessus des élèves juste avant le départ de la coulée de neige. C'est à 15h45 mercredi que l'avalanche se déclenche à 2500 mètres d'altitude. Le groupe se retrouve pris au piège. La station de ski des Deux Alpes est située dans l'Oisans, à une 60aine de kilomètres de Grenoble et s'élève jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Après les premières importantes chutes de neige de la saison début janvier, les autorités avaient mis en garde contre un risque élevé d'avalanche dans les Alpes. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont perdu la vie dans ces montagnes.
Visite aujourd'hui à Marseille du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il est venu rassurer une communauté juive encore traumatisée par la tentative de meurtre à la machette d'un enseignant juif. C'était en début de semaine, on en a évidemment beaucoup parlé. L'auteur, qui s'est auto-radicalisé, âgé d'à peine 16 ans, a été, lui, mis en examen et écroué la nuit dernière. Le ministre qui devait justement rencontrer ce soir la victime de cette attaque. S'ensuit également le débat toujours très vif autour du port de la kippa. Demain, justement, en France, à 10h locale, eh bien, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour que tout le monde, en signe de solidarité, porte une kippa. Celui qui avait demandé aux Juifs de Marseille uniquement eh bien, de l'enlever, c'est le président du consistoire de la ville. Écoutez-le. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Et le débat donc a été lancé depuis, il est loin d'être retombé. Il y a cet appel demain, mais il y a aussi l'appel lancé par ce président du consistoire de Marseille. Que faut-il en penser? On va en parler avec David Temsted. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole francophone pour le parti Chasse ici en Israël. Bonsoir à vous, Nadia Ellis. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialisée dans l'analyse du discours. Alors d'abord sur cette polémique qui est née finalement, il y a deux thématiques en jeu. Il y a à dire la sécurité, évidemment, d'une part, et puis le fait religieux de l'autre. Est-ce qu'il faut nécessairement opposer tout cela? En réalité, il y a 3 thématiques en jeu, pas 2. Celle de la sécurité, effectivement, est la thématique qui est mise en avant par le président du consistoire, par une demande qui est tout à fait, je dirais, légitime, quelque part. Il dit qu'il conseille, il recommande aux gens de ne pas porter la kippa le temps que les choses s'apaisent. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en France. Je me souviens quand je venais d'arriver à Paris en 2003 de mémoire. Aussi, on avait demandé aux Juifs d'enlever la kippa le temps que les choses s'apaisent. Et effectivement, au bout d'un moment, les gens ont repris à porter la kippa normalement et d'autres signes religieux. Ce n'était pas pour l'éternité. Les deux sujets qui sont mis en avant par ceux qui, effectivement, prônent une polémique sur ce sujet sont... D'un côté, le droit à la liberté religieuse. Donc, on essaye en gros de mettre en contraste la sécurité et la liberté religieuse en disant voilà, il y a un problème. On ne peut pas nier le droit à la liberté religieuse à des gens, mais effectivement, à aucun moment on ne nie le droit à la liberté religieuse. Et de toutes les manières, le fait qu'il y ait 2 droits qui sont en contraste l'un avec l'autre, c'est quelque chose qui arrive. Les droits, déjà, c'est pas quelque chose de divin, en tout cas pas ces droits-là. C'est quelque chose qui revient de la convention sociale. Alors, à plusieurs reprises, on a des droits qui clashent, en fait. Que ce soit, par exemple, la liberté, le débat qu'il y a eu autour de la circoncision, ou même l'excision pour ce qui est des femmes. Évidemment, le droit à la liberté religieuse, parfois, peut aller à l'encontre d'autres droits, comme le droit à l'incolumité ou le droit à la sécurité. Et c'est le cas, d'ailleurs, dans cette polémique. Le deuxième sujet qui est mis en avant, c'est celui de la fierté d'être juif. Il y en a qui, en fait, détournent le sujet, qui font glisser ce sujet sur le fait qu'il faut être fier d'être juif, et donc il faut continuer à porter la kippa, et même, y aller jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas à se cacher. Mais ni l'un ni l'autre sont les vrais sujets du débat. Le vrai sujet de cette situation, c'est la sécurité des gens, et effectivement, quelqu'un qui, en tant que leader, conseille à ces gens, à ces adeptes de se mettre en sécurité le temps que, effectivement, la situation se calme un peu, même si on ne sait pas si ça va se calmer. Comment même. Alors donc j'ai l'impression que vous soutenez plutôt la position qu'a prise Via Mars, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de responsables, notamment du Grand Rabbin de France. David Temsted, quelle est votre position à vous et d'ailleurs, quelle est la position des Juifs orthodoxes en général? Est-ce qu'il faut à tout prix porter une kippa d'ailleurs, tout le temps? Alors effectivement, dans ce débat, je dirais qu'il y a 2 débats. Il y a débat dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a un débat politique et il y a un débat religieux. Alors si vous me permettez, on va commencer par le débat religieux. Donc le port de la kippa, la calotte, donc c'est une coutume juive qui fait presque office de loi, si on parle dans la rigueur de la loi juive, donc de la halakha, presque, exactement. Donc ce qui veut dire que effectivement les juifs pratiquants ont pris l'habitude de se vêtir d'une calotte, d'une kippa. Bon, maintenant, est-ce que certains la portent simplement dans la synagogue, certains la portent que quand ils prient, ils étudient ou ils font des bénédictions, et certains la portent tout le temps, même la nuit, tant qu'ils le peuvent. Donc maintenant, le président de Sviama, le président du consistoire de Marseille, lui a fait une recommandation, a demandé aux Juifs de ne pas porter la kippa à Marseille en attendant des jours meilleurs. Bon, je crois qu'il a précisé sa déclaration
où il est revenu ou préciser sa déclaration, je l'ai entendu sur d'autres sites, israéliens notamment, où il dit effectivement que les personnes qui ont l'habitude de se promener dans les rues de Marseille avec une kippa peuvent la remplacer par une casquette, un chapeau, un béret, d'accord ? Donc ce qui vient bien dire ici, effectivement, il a précisé que l'idée, c'est pas une idée finalement où il attaque quelque part la pratique religieuse des Juifs, mais c'est un conseil, on va dire, de bon père de famille qu'il a dit à haute voix aux télévisions. Donc ça a fait effectivement le tour du monde, ça a créé une polémique, mais donc c'est un conseil de père de famille de sécurité. Bon, moi connaissant Marseille et les quartiers nord de Marseille, c'est vrai effectivement. Là, c'est dans le sud que ça se passe, mais non, mais les quartiers nord de Marseille, d'accord, c'est dans le sud effectivement, mais moi qui connais, les quartiers nord de Marseille, ceux qui connaissent savent ce que ça veut dire. Donc c'est des quartiers qui sont un peu plus dangereux, qui sont peuplés d'une population arabe musulmane à grande majorité. Effectivement, est-ce que c'est donner un bon conseil que de dire qu'il faut aller dans les quartiers nord de Marseille et se promener avec sa kippa ? Alors, dire à haute voix qu'il vaut mieux mettre une casquette ou un chapeau, effectivement, politiquement, ça dérange. Politiquement, effectivement, ça appelle, et puis même dans la réflexion, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de baisser les bras face au terrorisme, face aux islamistes ? C'est ce que dit le grand man de France. Il dit, si on commence par la kippa, on arrive à la barbe, on arrive au restaurant cachère, et puis finalement, on peut arriver à rentrer dans une sorte de psychose qui est interdit d'avoir. Au contraire, on doit avoir la tête bien haute, les droits de l'homme, la liberté, une patrie qui est une terre où la laïcité dans toute sa splendeur doit être respectée, et donc la France s'est réengagée à faire respecter. Et entendons-nous bien, là c'est important parce qu'on touche finalement à cette notion. La laïcité, vous savez, il y a un vieux débat qui essayait d'analyser qu'est-ce que la laïcité. Est-ce que finalement un État laïque, c'est un État dans lequel on ne veut aucune religion, on est sans religion, ou bien est-ce que c'est un État dans lequel on vit avec le respect de toutes les religions ? Alors bien évidemment, la France a tranché là-dessus. La France est laïque, c'est-à-dire que la France permet à tout le monde de vivre sa religion, tant qu'elle n'empiète pas, je dirais, sur la vie, ou qu'elle n'empêche pas les autres, ou qu'elle ne provoque pas les autres dans leur vie de tous les jours et dans les lieux publics. Mettre une kippa, mettre une calotte, mettre une étoile de David, mettre une croix, porter le kéfier ou se voiler, ça fait partie de la laïcité en France. La ministre de la Justice a réaffirmé le droit pour les juifs français de porter la kippa et le devoir de porter la kippa. Maintenant, la déclaration, effectivement, pour revenir à ce qui s'est passé, cette déclaration du président Amar, qui a été effectivement critiquée par tout le monde, par, comme vous vous rappelez, mon ami le grand bain de France, Rabin Corsia, le président du consistoire central, Joël Mergui, le président du CRIF, président Kuckerman, tout le monde, effectivement, est monté au créneau. J'ai envie de dire, ils ont eu raison, mais d'un autre côté, finalement, tout le monde en sort un peu gagnant. Parce que cette déclaration qui était quelque peu maladroite, on peut le dire, vu qu'elle a été faite au grand public, vu qu'elle a été faite à travers les médias, et donc c'est passé partout, il y avait effectivement une maladresse dans cette déclaration. Mais finalement, ça a été très bien rééquilibré. On a eu des déclarations générales. La France a clarifié sa position s'il fallait le faire. La France s'est réengagée. La France s'est réengagée dans ce respect de la laïcité. Et si on revient sur le point de vue religieux, pour revenir à votre question, effectivement, un juif qui est proche de ses traditions, qui veut porter la calotte, parce que la calotte dans le judaïsme c'est important, c'est finalement ressentir la présence divine dans ce monde matériel, c'est savoir qu'au-dessus de nous existe un créateur et qu'il est là, il est présent, il regarde ce qui se passe dans ce monde. Donc la calotte pour un juif pratiquant, pour tout juif, c'est important. Donc celui qui veut le faire et qu'il sent pour l'instant un danger, alors effectivement on peut lui conseiller de mettre une casquette, un chapeau, mais bien évidemment que la France a le devoir de protéger tous ses citoyens, et si on en arrive à de tels débats, effectivement, c'est qu'il faut que la France s'interroge, renforce sa lutte contre le terrorisme, renforce sa lutte sur Internet, renforce sa lutte contre tous ces débats et toutes ces idées qui sont véhiculées un peu partout. Quand on voit qu'un jeune qui n'est même pas majeur fait preuve d'une telle violence, d'une telle haine, et qu'il est prêt à tuer quelqu'un, qui est prêt à tuer un juif français, il faut s'interroger, il faut chercher beaucoup plus loin. Bon, mais il y a quand même la question quand même posée, c'est de se dire, est-ce que c'est démissionner finalement que de dire que pour des raisons de sécurité, on refuse de porter la kippa pendant quelques semaines, quelques jours ? Est-ce que c'est constitué ? Je vous avoue que la question me paraît bizarre parce que je viens d'une culture différente et d'une histoire différente. Et vous le savez, je viens d'Italie. En Italie, la communauté juive a toujours été protégée par l'armée, toujours été protégée par la police. Les juifs ont tendance à ne pas s'afficher, à ne pas sortir avec une kippa ou d'autres vêtements particulièrement identifiables comme juifs. Les hommes qui portent une kippa normalement ont aussi une casquette, un chapeau, peu importe, un bonnet. Donc moi, ça me paraît tout à fait normal que les juifs essayent de ne pas s'afficher
parce que c'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai toujours trouvé ça tout à fait normal, d'autant plus qu'en Europe, je veux dire, c'est pas que ça fait 3000 ans qu'on est en paix et tout d'un coup on s'en prend aux juifs. C'était avant-hier qu'on persécutait les juifs. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on s'étonne autant du fait qu'il y ait encore de l'antisémitisme, même si c'est un antisémitisme différent. L'antisémitisme n'est pas nouveau, donc... Je vous donne un chiffre, c'est celui qui a été publié aujourd'hui. 9800 juifs d'Europe de l'Ouest qui ont quitté l'Europe pour venir en Israël en année. C'est un record depuis la guerre, c'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il y a quand même un climat qui est peut-être sans précédent. Bien sûr, le climat, bien sûr, le climat devient, il s'empire de jour en jour, ça c'est clair. Mais en même temps, se poser autant de questions sur le fait qu'il y ait de l'antisémitisme, de la radicalisation, des demandes de sécurité, etc. Je crois que s'il y a eu un moment où les Juifs pouvaient effectivement s'afficher librement, sans aucune inquiétude ou préoccupation qu'il leur arrive quelque chose, eh bien, c'était un moment, un moment assez court dans l'histoire, et en tout cas très heureux, qui a peut-être existé, mais ça m'étonnerait quand même. C'est plus aux États-Unis que les Juifs sont vraiment tellement libres de se balader en toute liberté, en s'affichant complètement publiquement. En Europe, en tout cas, c'est mon impression personnelle, ça n'a jamais été aussi clair et net et aussi facile de s'afficher en tant que Juif sans aucune inquiétude. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez d'ailleurs l'idée de cet appel qui a été lancé demain en France sur les réseaux sociaux? Il faudrait que tout le monde mette la kippa. C'est une bonne idée pour vous? C'est vrai qu'on dit voilà, il faut porter la kippa pour un signe de solidarité. Même ceux qui ne sont pas juifs donc sont appelés demain à porter une kippa en France. Écoutez, j'ai entendu cette déclaration, effectivement. J'ai vu le député aussi Goasgen avec le député Meir Habib, effectivement, qui était à l'Assemblée nationale avec portant une kippa. Bon, le pape porte une calotte, porte une kippa. Est-ce que tout le monde doit porter une kippa? Est-ce que tout le monde doit être solidaire? Oui. Est-ce que cela doit passer par le fait que tout le monde va porter une kippa un soir exceptionnellement pendant un match de foot? Bon, c'est à réfléchir. On n'a rien contre, mais bon, le fond du débat, il faut bien se repasser au fond du débat, c'est effectivement c'est renvoyer la responsabilité à l'État français d'assurer la sécurité pour tous ses citoyens, pour tous les Français qui vivent en France. Merci en tout cas David Temstedt, merci d'être venu, merci Nadia Ellis. 2 mois, jour pour jour après les attentats de Paris, le parquet annonce ce soir l'identité du dernier kamikaze qui se trouvait dans l'appartement de Saint-Denis. Il s'agit d'un Belge d'origine marocaine âgé de 25 ans. Julia Ganancia. Il aura fallu du temps, mais les enquêteurs ont fini par mettre un nom sur le kamikaze qui s'est fait exploser dans l'appartement de la rue du Corbillon à Saint-Denis. Là où se trouvait Abdelhamid Abaoud 5 jours après les attentats de Paris. Il s'agit de Chaki Bakrou, un belgeo-marocain de 25 ans. Il aurait rejoint l'État islamique en Syrie en 2013. Selon le procureur de la République, l'homme a été identifié par comparaison génétique avec sa mère. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 28 mai 2014. Un obstacle juridique qui ne l'a pas empêché de rentrer en Europe pour commettre un massacre. Ce kamikaze aurait participé aux attaques du 13 novembre contre des terrasses de cafés et restaurants parisiens avec l'organisateur présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud et Brahim Abdeslam. À eux 3, ils abattent 39 personnes. 8 des 10 membres des commandos des attentats sont donc désormais identifiés. S'agissant du Bataclan, il s'agit de Fouad Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefaï, Sami Amimour et de Bilal Adfi au Stade de France. Les 2 autres kamikazes du Stade de France sont rentrés en Europe le 3 octobre sur l'île grecque de Léros parmi le flot de migrants. Sur eux, 2 faux passeports syriens au nom d'Ahmad Al-Mohammad et de Mohammad Al-Mahmoud. Salah Abdeslam, soupçonné d'avoir au moins convoyé en voiture l'équipe de kamikazes du Stade de France, est toujours activement recherché 2 mois après les attentats. Alors en ligne avec nous depuis la Belgique, le professeur Simon Peterman, expert en contre-terrorisme à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous aviez entendu parler de ce djihadiste, de ce nouveau djihadiste issu de la filière belge avant ce soir? Est-ce que c'est quelqu'un qui était connu déjà? Écoutez, c'était quelqu'un qui était sans doute déjà connu. Je n'ai pas beaucoup de précisions ce soir, mais c'était sans doute puisque, bon, on savait qu'il était parti en Syrie, on ne savait pas qu'il était revenu. Ses liens avec les autres, avec la fratrie Abdeslam et puis les quelques autres, étaient sans doute déjà vraisemblablement connu, mais de toute façon, il fait partie de cette bande de petits délinquants
Il habitait d'ailleurs dans la commune de Kuckelberg, qui se trouve à 2 pas de la commune de Molenbeek, où habitaient Abdeslam et les autres. Et donc voilà, il a été maintenant formellement identifié, comme vous l'avez dit, par comparaison génétique avec sa mère. Alors, autre question ce soir, professeur, c'est celle de Salah Abdeslam, qui aurait, semble-t-il, pris contact avec un avocat belge. Je rappelle qu'il est toujours en fuite. Oui, bien sûr, c'est l'homme le plus recherché pour le moment en Europe, sinon au-delà. Écoutez, les choses, les informations ne sont pas très claires. En décembre, l'avocat Sven Marie avait déclaré d'ailleurs qu'il accepterait, si demain Salah Abdeslam le sollicitait, d'être son avocat. Il avait toutefois aussi, il s'était montré critique aussi à l'encontre du parquet fédéral il y a quelques jours, etc. Bon, les choses ne sont pas très claires. Est-ce qu'il a été sollicité éventuellement par la famille, puisque vous vous en souviendrez sans doute, le frère d'Abdeslam, qui a été interviewé à plusieurs reprises à la radio, à la télévision, par les médias, avait appelé son frère à se rendre éventuellement. Donc, est-ce que c'est la famille qui a pris contact avec cet avocat ? C'est possible, mais rien n'est confirmé ce soir. Merci Simon Petermann. Je rappelle donc que vous êtes un enseignant à l'Université libre de Bruxelles et expert en contre-terrorisme. On apprend également aujourd'hui que 51 personnes restent hospitalisées depuis ces attentats du 13 novembre. Un blessé se trouve d'ailleurs dans un état toujours critique. Quel suivi justement pour tous ceux qui ont été blessés physiquement et moralement lors de ces attaques du 13 novembre? On est en duplex depuis Paris avec Didier Kremniter qui coordonne la cellule d'urgence médico-psychologique au SAMU de Paris. Bonsoir. Vous avez encore aujourd'hui, j'imagine, beaucoup de travail toujours avec ces personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces attaques? Oui, bien sûr. Nous avons reçu sur 15 jours, 3 semaines, près de 5000 personnes qui étaient pour la plupart des rescapés, qui étaient soit présents dans le Bataclan, soit dans les terrasses, soit au Stade de France. Et ces personnes ont eu besoin de s'adresser à nous. Et nous les avons reçus pour la plupart dans des lieux où ils se sentaient en confiance. C'était en particulier les mairies. Et puis nous avons vu aussi les familles des personnes décédées lorsqu'elles se rendaient, par exemple, à l'Institut médico-légal où elles voulaient rendre hommage à leurs proches décédés, et nous étions également présents à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y aura un travail encore très long, justement, pour accompagner toutes ces personnes? Pas forcément. Pas forcément. Contrairement à ce qu'on pense, la plupart de ces personnes, bon, bien sûr, il y en a quelques-unes qui ont vraiment des difficultés psychiques, il y a quelques cas qui ont besoin d'un suivi, mais la plupart ne sont pas des malades psychiatriques. Ils ont été très très choqués par ce qu'ils ont vécu. Ils ont besoin d'en parler à un moment qui est en général un moment précoce. Le plus souvent c'est dans les premiers jours, mais parfois, et encore aujourd'hui, il nous arrive de voir des gens qu'on n'a pas encore vus, enfin qui n'ont pas encore trouvé de lieu d'adresse et qu'on va voir. Mais une fois que ce travail est fait, ce n'est pas forcé qu'ils aient besoin de continuer à être suivis. Ils ont surtout besoin d'être dans un environnement protecteur, qui reconnaissent leur souffrance. Ils continuent bien sûr à éprouver encore un choc. Ce qu'on a fait ne suffit pas toujours, mais en tout cas, ça les aide à retrouver un équilibre avec leur environnement, à retrouver leur repère, à reprendre leur vie. Et très souvent, ce que l'on observe, c'est non pas une demande de suivi en consultation longtemps, mais un besoin, une fois qu'ils ont pu parler, exprimer ce qui était le plus important pour eux, c'est ce besoin de retrouver une paix avec eux-mêmes. Et souvent, ils gardent en eux la marque, les séquelles, un certain vécu, mais
ils ne souhaitent plus en parler. Ils souhaitent comme s'ils le rangeaient dans un coin de leur vie psychique, de leur mémoire. Et c'est ça, je crois, qui est le plus révélateur de ce qui va caractériser l'évolution. Et l'évolution, dans un pays comme le nôtre, elle est en général favorable, tout simplement parce que les personnes sont bien entourées, elles sont aidées, elles sont reconnues. Il n'en serait évidemment pas du tout de même si on était dans un pays en pleine guerre, avec des menaces qui se poursuivent, où là, évidemment, il y aurait une poursuite et un déclenchement de symptômes. Donc il faut que ces personnes retrouvent cette sérénité, et c'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup pour cette intervention, Didier Kremliter. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la cellule d'urgence médico-psychologique au SAMU de Paris. Donc 2 mois pile après ces attentats, 51 personnes restent encore hospitalisées et d'autres qui continuent d'être suivies. Nouveau journal à venir avec Cyril Amar, tout de suite sur les 24 News.